Que les bénédictions soient. Paix et bénédiction sur le peuple frère du Niger. Aujourd'hui, je vais parler de la guerre qui se prépare entre le Niger et le peuple de Niger et la CEDEAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Ce que je vais dire est à prendre en considération dans la dimension spirituelle, qui est dans la dimension première des choses, comme les choses devraient être comprises. Je vais vous expliquer ce qu'il se prépare, ce que l'impérialisme, ayant toujours cette longueur d'avance d'anticipation, ce que l'impérialisme a prévu et qui fait partie donc de son champ de déstabilisation et de destruction, qui a toujours été ce que nous n'ignorons pas, ce que les historiens n'ignorent pas, mais qui ne leur servent jamais de leçon. Nous allons comprendre tout cela maintenant. Parce que ce qu'il se passe au Niger concerne le Togo, concerne le Bénin, concerne la Côte d'Ivoire, concerne tous les pays, le Sénégal, qui sont dans la zone ouest africaine. Alors, commençons par le commencement. Il y a une chose que vous ne devriez jamais oublier. Le fondement de toutes les guerres et de toutes les idéologies les plus absurdes de guerre, comme par exemple même les idéologies les plus aberrantes de l'impérialisme, tournent autour d'une seule et unique chose, la spiritualité. Lorsque vous cernez la spiritualité d'un peuple et que vous pouvez y mettre des éléments de corruption, alors vous pouvez détruire l'identité de ce peuple. Cela reviendrait donc à introduire au sein d'un système ordonné un virus ou un cheval de Troie et finalement corrompre le système de l'intérieur. Il s'agit donc ici d'une corruption qui est mise en place et cette corruption concerne ce que j'appelle l'identité communautaire, l'identité de l'Afrique tout entière. Il est important de savoir que toutes les guerres, même celles menées par Adolf Hitler, ont toujours non seulement un fondement, une fondation idéologique, mais surtout proto-spirituelle, car la spiritualité est au cœur de toute chose. Vous ne me croyez peut-être pas, mais laissez-moi vous expliquer une chose. De quoi est-ce que le pouvoir a besoin le plus pour asseoir le pouvoir, augmenter le pouvoir, densifier le pouvoir, manifester le pouvoir, utiliser le pouvoir? Eh bien, le pouvoir a besoin de votre esprit. Le pouvoir a besoin de la validation de vos âmes. Le pouvoir a besoin de vos forces vives, de vos énergies. C'est la seule chose qui nourrit le pouvoir. Et seuls vos esprits, lorsqu'on peut les manipuler, on peut les utiliser, on peut les influencer, on peut les corrompre, vos esprits peuvent abdiquer et vos esprits peuvent laisser à votre âme le soin de valider des pouvoirs, lesquels pouvoirs sous-tendent l'autorité de l'impérialisme et de son système. Donc, n'oubliez pas, lorsque vous marchez dans la rue, vous formez des communautés, regardez bien ce qui vous lie les uns aux autres. C'est l'esprit des choses. Lorsqu'on est dans une communauté, c'est l'esprit des choses qui nous lie. Lorsque quelqu'un pose un acte, ce qui nous lie tout de suite par rapport à cet acte, c'est la signification de cet acte pour toute la communauté. C'est l'impact au niveau spirituel que les choses peuvent avoir, car seul l'esprit est garant des générations futures. Car ainsi pensons-nous que nos enfants, les enfants de nos enfants, de nos enfants, pourront hériter de quelque chose et seul de l'esprit des choses que les enfants vont hériter. Les biens matériels disparaîtront. Aujourd'hui, quand vous parlez de ceux qui furent, de ceux qui ont laissé quelque chose dans l'histoire, on ne les voit plus physiquement, même si on a accès à leurs photos. Mais on voit quoi les concernant? On voit l'esprit qu'ils ont laissé. Ils ont laissé un esprit.
une identité spirituelle. Thomas Sankara a laissé une identité spirituelle qui marque les esprits à ce jour. Sachez une chose, tout tourne autour de l'esprit. Ce que l'impérialisme fait, c'est de la manipulation des esprits et surtout des esprits de masse. Car si on arrive à influencer, à masser les esprits et à les conditionner, on peut leur faire faire ce que l'on veut. Je vais donc faire l'effort, in contrario, de vous ouvrir l'esprit et de vous permettre de voir les choses qui sont en jeu et qu'en réalité, la guerre entre le Niger, je l'appelle comme ça, et la CEDEAO est une guerre purement impérialiste orchestrée et vous devez ouvrir rapidement les yeux. Commençons par le commencement. Et le commencement va nous conduire à lire dans Wikipédia. Vous vous rappelez tous de vos cours de base quand on était encore au collège. On nous parlait de la balkanisation de l'Afrique. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Ça fait tout le tollé, on sait, on en parle, c'est devenu un mot courant, un groupe de mots très utilisé, la balkanisation de l'Afrique. Alors, laissez-moi vous lire ce que Wikipédia dit de la balkanisation. Écoutez très bien, parce que des fois, on utilise certains mots, mais on n'en saisit pas la totalité de la définition pour appréhender ce que ce mot signifie en soi. Et à partir de là, je vais vous expliquer ce qui est à l'œuvre actuellement. La balkanisation. Le terme balkanisation, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Le terme de balkanisation est utilisé pour décrire le processus de fragmentation et de division d'une région ou d'un État en des États et régions plus petits. C'est la première partie. Je répète, le terme de balkanisation est utilisé pour décrire le processus, donc c'est un processus de fragmentation et de division d'une région ou d'un État en des États et régions plus petits. Et la deuxième partie, suivez bien, et souvent hostiles les uns envers les autres. Waouh! Le thème de balkanisation de façon générale, et je lis tout maintenant pour que vous entendiez bien, pas que vous écoutiez seulement. Le thème de balkanisation est utilisé pour décrire le processus de fragmentation et de division d'une région ou d'un État en des États et régions plus petits et souvent hostiles les uns envers les autres. Alors, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Parce que la balkanisation est un outil. C'est un outil impérialiste. L'impérialisme en lui-même est un système ayant pour finalité le maintien de ce que je pourrais appeler des conflits de basse pression dans la perspective de parasiter, de spolier et de vider les autres États, les ressources, les esprits, les intelligences, les matières premières. Il y a une chose que vous devez saisir. Une espèce reste ainsi, on ne peut pas changer sa nature. L'impérialisme, c'est ce que ça veut dire. Tout ce que l'impérialisme va faire, ce sera toujours dans le but de créer une suite de déséquilibres qui ressemble à un équilibre et qui n'en sera jamais un. L'impérialisme ne créera jamais la stabilité d'un État. Ça n'existera jamais. C'est du leurre. Ne vous laissez pas prendre au piège des mots, comme les deux mots les plus utilisés, la démocratie et la liberté. On l'a servi à l'Irak, on veut la démocratie et la liberté. On l'a servi à la Libye de Kadhafi, on veut la démocratie et la liberté. On l'a servi dans d'autres pays, en Syrie par exemple,
la démocratie et la liberté. Les mêmes mots. Mais en fait, ce ne sont que des mots. Mais derrière les mots, il s'agit d'un système impérialiste dont le modus operandi est la création d'un ensemble ou d'une série de conflits de basse pression maintenus à température variable dans l'objectif de piller les ressources, de parasiter, d'indexer des idéologies corrompues et surtout, eh bien, d'impérialiser les peuples, de les maintenir sous impérialisme, de les maintenir sous domination. La France fait partie du système impérialiste, comme les États-Unis, comme d'autres pays. Et aucun de ces États ne voudra jamais la stabilité, l'équilibre et la paix dans aucun pays de l'Afrique. Parce que, soyons intelligents, la question à se poser devrait être la suivante. Qu'est-ce que ça leur apporterait d'avoir la paix au Niger, par exemple, alors que c'est plus facile d'entretenir des conflits de basse pression à travers d'autres formes de communautés, djihadisme, terrorisme et autres, et au moment où ceux qui sont censés être des frères s'entretuent entre eux, eh bien, qu'est-ce que fait ces impérialistes? C'est de vider les intelligences humaines, les intelligences naturelles, tout ce qui va leur profiter, parce que l'impérialisme ne vit que du déséquilibre. Ça, vous n'arrivez pas à le comprendre. Lorsque Kadhafi a voulu mettre en place un système qui puisse apporter la prospérité à son État, on a inventé tout ce qu'il a fallu inventer. Cela fait partie du narratif impérialiste pour pouvoir tuer Kadhafi, déstabiliser la zone et créer ce que j'appelle des conflits de basse pression maintenus à température variable dans la perspective justement d'amener les entités appartenant à une zone à entrer en conflit les unes avec les autres. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent en soldats de paix pour pouvoir spolier la région. Le système n'a jamais changé. C'est toujours la balkanisation de l'Afrique qui continue sous diverses formes. Et ça, avec des mots aujourd'hui plus modernes, à savoir démocratie, à savoir liberté. Et ce sont eux qui sont les garants de la démocratie et de la liberté, alors que notre peuple est un peuple plus ancien et le peuple qui a apporté, ne serait-ce que pour la première fois, le concept de la communauté, communauté qui leur est totalement étranger. Donc, nous sommes toujours dans un système de balkanisation. Mais en fait, quelle est la dimension spirituelle de la balkanisation de l'Afrique? Parce qu'il faut bien comprendre les choses en jeu. Derrière la balkanisation de l'Afrique, comme je le disais tantôt, toute guerre, tout ce qui est mené à, disons, un arrière-plan spirituel, et même j'ai dit que la guerre d'Adolf Hitler avait un fondement spirituel, idéologico-spirituel. Ici, dans cette balkanisation de l'Afrique, et surtout dans cette guerre qui va être orchestrée contre le Niger par des impérialistes via la CEDEAO ou d'autres pays, d'accord? Qu'est-ce qui se cache derrière au niveau spirituel? C'est ça qui nous amène à comprendre réellement la dimension spirituelle de la balkanisation de l'Afrique. Retenez bien ceci. Je vais dire ça dans un langage terre à terre. Le système impérialiste est un système de destruction de cellules familiales. Lorsque vous pouvez amener le père et la mère et l'enfant ou les enfants à entrer en conflit les uns avec les autres, c'est ce que veut le système impérialiste. Ça peut vous paraître faux, mais c'est vrai. Prenez déjà comment ça fonctionne dans leur pays. Aujourd'hui, on veut actualiser l'éducation autour de l'enfant. Donc, l'enfant peut manquer de respect à ses parents. L'enfant peut aller signaler ses parents et enfermer ses parents. Et justement, l'enfant a plus de droits que ses parents. Et on a vu le résultat avec les mouvements en France dernièrement, lorsque les autorités françaises ont voulu condamner les parents
en disant que c'est vous qui devez être responsable des enfants mineurs, les parents leur ont dit, vous nous avez enlevé toute autorité sur les enfants et vous avez dit et mis en place une police de surveillance qui fait qu'un enfant, on ne peut pas crier après lui, on ne peut même pas le taper ni le toucher, on ne peut pas le priver de quelque chose. Autrement, c'est nous que vous enfermez. Donc, en réalité, les enfants sont devenus nos parents, ils sont prioritaires. C'est vous qui êtes devenus les parents de nos enfants et donc c'est vous qui êtes responsables et non nous. En fait, le système impérialiste consiste donc justement à détruire une cellule familiale. Et je donne cet exemple pour aller plus loin. Parce que ce qui se passe dans une cellule familiale et la destruction d'une cellule familiale, c'est la destruction des identités ancestrales. La destruction des identités ancestrales. La destruction des identités ancestrales. Je vais le nommer d'une autre manière. La conflictualité entre les ancêtres appartenant à une même matrice ancestrale. Voilà la balkanisation de l'Afrique, ce que cela avait causé et ce que cela tente de causer aujourd'hui. De façon plus triviale, il s'agit d'utiliser le mécanisme biblique que l'autre a cité. Si une maison est divisée contre elle-même, elle va s'autodétruire. C'est d'amener les éléments d'une même maison. Qu'est-ce qui fait une maison? Ce qui fait une maison, c'est la lignée. Ce qui fait une maison, c'est la généalogie. Si vous amenez les ancêtres d'une même maison à entrer en conflit les uns avec les autres, vous créez une foutue balkanisation. Et cette guerre spirituelle est ce que l'Occident, est ce que l'impérialisme cherche à mettre en place au sein de l'identité de la communauté africaine, au sein de l'identité africaine, plus au sein de l'identité nigérienne, ni togolaise, ni béninoise, au sein de l'identité africaine. Car c'est la plus grande malédiction qui puisse venir d'impérialistes qui ont nié et renié leurs propres ancêtres et qui sont devenus à la limite des bâtards. Et donc, cette philosophie de la bâtardise est mise en exergue pour pouvoir généraliser une maladie qui va gangréner tout le systémique africain. C'est parce que vous ne voyez que les éléments politiques, économiques, mais vous ne voyez pas les éléments spirituels qui sont profondément là et qui font l'objet d'études minutieuses avant les guerres. Car si on arrive à détruire l'identité spirituelle commune à un peuple en détruisant ce que j'appelle son identité ancestrale commune, alors on conduit ce peuple à la confusion identitaire, à l'autodestruction et à l'extinction. Car il n'y a rien de plus simple que de mettre les ancêtres en conflit pour tuer les générations futures. C'est ça, votre foutue balkanisation de l'Afrique. Je vais être encore plus clair pour vous, pour les esprits obtus. De façon basique, voilà comment ça fonctionne. Les Nigériens, les Togolais, les Nigérians, les Sénégalais, tout ce que vous voulez, nous sommes issus de la même matrice ancestrale. La matrice ancestrale, je vous l'expliquerai après, c'est une énergie identitaire commune à une zone d'abord géographique qui est née d'une énergie chtonienne, donc possédant les mêmes énergies telluriques appartenant à une matrice appelée, si vous voulez, zone ouest africaine, Afrique, ce que vous souhaitez. Donc, nous avons fondamentalement une matrice commune. Il n'y a pas de différence entre un Togolais, un Béninois, un Nigérien, un Nigérian, un Sénégalais, un Ivoirien. Il n'y a absolument aucune différence. Parce que aussi loin qu'on puisse remonter dans nos identités ancestrales, nous avons toujours des ancêtres qui se reconnaissent entre eux.
Ça veut dire que vous prenez aujourd'hui un Ivoirien, aussi loin que vous allez remonter, vous trouverez toujours des ancêtres qui sont communs aux Togolais. Vous retrouverez toujours des ancêtres qui sont communs aux Nigériens, qui sont communs aux Nigériens, qui sont communs, aussi loin qu'on puisse remonter dans nos généalogies individuelles ou nationales. Je vous assure, on arrivera à la conclusion que nous sommes issus de la même matrice identitaire ancestrale. C'est ce qui fait la particularité de notre peuple africain. C'est ce qui fait la particularité de l'Afrique. Il en est de même d'un autre continent, mais je parle de mon continent. Mais lorsqu'on veut créer une balkanisation, c'est d'abord une idée spirituelle. Cela consiste en réalité à créer des scissions, à créer de l'hostilité entre les identités en remontant à leur souche, en disant simplement dans les identités ancestrales que les Ivoiriens doivent faire la guerre aux Togolais, que les Togolais doivent faire la guerre aux Béninois, ou que des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Bénin, qui disent, nous, on est prêt à envoyer des soldats pour aller faire la guerre au Niger. Alors, moi, ma question est la suivante. Est-ce que ça fonctionne bien dans votre tête? Est-ce que vous maîtrisez l'histoire spirituelle? Est-ce que vous maîtrisez votre tradition? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous faites? Prenons le cas du Bénin. Au Bénin, nous avons vu Patrice Talon, le président actuel, en train de montrer qu'il est fondamentalement assis sur la tradition africaine. Et donc, il a fait beaucoup de restauration en ce qui concerne le culturel et le culturel béninois. Mais quand on analyse ces gens, quand on analyse ceux dont les mémoires ont été restaurées, on se rend compte qu'en fait, ce sont des identités spirituelles ancestrales qui ont fondamentalement mené un même combat, le combat contre l'impérialisme, le colonialisme et les autorités françaises profondément anti-français. Est-ce que vous comprenez cela? Et pourtant, c'est le même président Talon qui dit, moi, je suis prêt à attaquer un pays frère sous prétexte de la communauté ou de la CEDEAO. Comme le dirait le président ivoirien, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est la communauté. Comme si la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest avait à proprement parler une identité ancestrale qui soit différente de l'identité ancestrale des pays qui constituent la CEDEAO. Vous vous foutez de qui là? Ne vous foutez pas de vos ancêtres. Vous vous foutez de qui? Donc, vous prenez tous les peuples africains comme des cons. Et donc, nous qui avons des parents, les parents de nos parents, et dont les lignées sont plus éloignées et se reconnectent aussi loin qu'on va remonter dans ma généalogie, eh bien, on trouvera forcément des liens avec le Ghana. Et je sais pourquoi je le dis. Parce que d'origine, notre famille, eh bien, était au niveau de la frontière du Ghana, avant d'être déplacée, justement. Aussi loin que nous allons remonter, chacun dans sa généalogie, nous sommes Nigériens, nous sommes Sénégalais, nous sommes Ivoiriens, nous sommes Béninois, nous sommes. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Ça signifie vraiment que nous avons fondamentalement la même matrice ancestrale. Ça veut dire qu'il y a une zone, une matrice dans laquelle tous nos ancêtres différents ont annulé leurs différences pour se pacifier et s'unifier. Aussi simplement que ça. Il peut y avoir des conflits entre nous, mais des conflits initiés entre nous pour maintenir nos populations dans une balkanisation impérialiste imposée, ça pose un problème. Est-ce que ces gens ont encore quelque chose dans la tête pour que ces personnes-là nous dirigent? Laissez-moi vous faire la clarification. En tant que spirituel,
j'ai beaucoup d'années, depuis 1999, ça fait quand même du chemin. Et ça, ce n'est pas caché. Les gens connaissent très bien Elman-Monsieur Godson. Laissez-moi vous faire un peu une petite capsule de la chose. OK. Il m'est arrivé dans mon métier de spiritualiste de rencontrer une femme avec un homme qui veulent se marier ensemble. Est-ce que vous imaginez que des fois, les deux se mettent ensemble et n'arrivent pas à faire d'enfants? Et donc, dans la recherche spirituelle, on se rend compte, suivez-moi bien, on se rend compte que il y a un ancêtre de l'homme qui a tué ou qui a été en conflit avec un ancêtre de la femme. Et que dans leur généalogie, ce sont les deux qui refusent cette union. D'ailleurs, c'est pourquoi l'Afrique a mis en place le phénomène de la dot pour pacifier les ancêtres de chaque lignée de sang et les amener à la table, manger ensemble le cas, se manger le cas, se partager le cas. Et alors, les deux peuvent avoir beaucoup d'enfants, vivre heureux et vivre dans la prospérité. C'est ça le pouvoir des mannes ancestrales qu'utilisent les ancêtres. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, il m'est arrivé de voir ce type de phénomène et de voir donc qu'en réalité, tout ce que nos ancêtres ont toujours fait, c'est de veiller à ce que la paix et l'équilibre commencent d'abord par une forme de restauration identitaire au niveau profond des relations spirituelles entre les familles, entre les ethnies, entre les peuples, afin que les enfants puissent vivre mieux. Nous avons des rituels qui pacifient, qui réconcilient les gens. Et ça, c'est notre force à nous. Ce qui fait que, pour ce que j'ai vu, les ancêtres sont les premiers à être en conflit les uns avec les autres. Et que le fait qu'aujourd'hui, un Togolais va épouser rapidement une Nigérienne ou même une Ivoirienne, ça se passe partout. Nos ancêtres sont sollicités et des rituels se font de part et d'autre. Et aujourd'hui, les rituels même se sont entremêlés. Si aujourd'hui, un pays comme le Bénin décide d'aller faire le combat, la guerre au Niger, il y a forcément des ancêtres béninois qui sont impliqués parce que vivant au Niger et contre lesquels le Bénin est en train de faire la guerre. Pourquoi? Pour maintenir un système impérialiste désuet. Une motivation aussi abjecte que l'autopréservation même de sa propre nation. Voilà de quoi il est question. Donc, aujourd'hui, on utilise un instrument aussi farfelu que la CEDEAO pour dire, regroupons-nous, allons faire la guerre au Niger. En fait, la balkanisation de l'Afrique continue. Dans le sens spirituel que je viens d'expliquer, il s'agit tout simplement de créer de l'hostilité entre nos ancêtres pour que les ancêtres n'ayant jamais la paix, nos États n'auront jamais la paix. Car si aujourd'hui, la CEDEAO va tuer des Nigériens, que le Mali riposte et que le Burkina riposte et que nous nous entretuons entre nous, est-ce que les enfants qui naîtront après n'auront pas un lourd passé de leurs ancêtres qui vont se détester entre eux? Comment pourrait-il y avoir la paix dans un espace, la paix physique, s'il n'y a pas eu d'abord une paix spirituelle? Si les ancêtres ne sont pas en paix et vous les mettez tout le temps en conflit, comment est-ce que vous aurez la paix? Allez dire à vos chefs d'État d'arrêter ça, de demander de véritables conseillers, des personnes qui leur expliquent vraiment tout ce qui est autour. Car lorsque la Côte d'Ivoire va attaquer le Niger, c'est des Ivoiriens qui vont mourir. Des Ivoiriens au Niger qui vont mourir. Je ne parle pas des Ivoiriens actuels, non.
Parce que lorsque vous allez attaquer le Niger, vous attaquez des ancêtres ivoiriens dont les souches matricielles identitaires sont déjà au Niger. Vous êtes en train de vous maudire vous-même, de porter une malédiction sur votre propre peuple. Cela ne se peut. Bioguera, Béhanzin n'accepteront jamais que vous allez tuer des frères nigériens pour faire plaisir à l'Occident. C'est une malédiction. Et ça ne peut arriver ainsi. Retenez bien, demander à des Africains d'aller tuer d'autres Africains, c'est tout simplement réveiller la balkanisation de l'Afrique, créer de l'hostilité spirituelle entre vos différents ancêtres. Est-ce que mes ancêtres à moi seront-ils d'accord que je sois attaqué par un pays frère? Est-ce que vous en mesurez les conséquences? Les conséquences seront que demain, si moi, des gens de ma famille et de ma terre veulent épouser demain des Nigériens, ça ne marchera pas. Parce qu'ils mettront au monde des enfants qui seront des enfants de conflit, comme chez eux là-bas. Ils ont tout le temps des enfants de conflit. Eux-mêmes, ils sont dépassés par leurs propres enfants conflictuels, à identité conflictuelle, avec des maladies psychologiques incroyables. Ils ont envie de semer la même pagaille, la même foutaise, la même connerie ici en Afrique. Continuellement maîtriser une zone de basse pression conflictuelle et continuer donc à faire la philosophie de liberté, de démocratie. Vous connaissez la démocratie et la liberté plus que qui? Est-ce que nous avons besoin d'une base militaire française au Niger de 1500 personnes? Mais nous sommes à quelle époque? Et vous appelez cela la souveraineté d'un État? La seule solution pour le Niger, c'est de dégager l'armée française. Il n'y a pas une autre solution. Combien d'armées nigériennes sont en France? Combien d'armées françaises sont en Russie? Combien d'armées françaises sont aux États-Unis? Non, mais réveillez-vous là. On se moque de vous. On se moque de nous. On nous fout la mèche au cul. Et on nous sourit. Sous prétexte de jolis mots, démocratie, machin, on nomme des gens de gros mots, putschistes, machin, joint, ma connerie de ce genre. Et vous pensez que ça va nous dissuader? Non. La vérité est connue. Vous êtes mis à nu. Et aujourd'hui, on ne peut plus accepter que nous soyons avilis par des comportements de ces gens qui se cachent derrière des loges, derrière des politiques et qui veulent nous imposer quelque chose d'indécent. Il en va de notre patrie, il en va de l'Afrique tout entière. Voilà ce qu'on vous dit d'aller faire au Niger. Vous, les forces de l'ordre des différents pays qui seraient sollicités, voilà ce qu'on vous demande d'aller faire. N'avez-vous pas des femmes nigériennes? N'avez-vous pas des femmes togolaises ou béninoises ou dans vos rangs? Voilà ce qu'on vous demande d'aller faire. D'amener vos ancêtres à aller combattre d'autres ancêtres qui font partie de la même matrice identitaire ancestrale que vous. Ne le faites pas parce que vous avez la liberté et vous avez le choix de dire non. Vous n'allez pas le faire. Si on vous demande de le faire, vous devrez dire non. Nous n'allons pas le faire. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais finir par dire quelque chose, deux choses. Premièrement, j'avais fait déjà une capsule sur le Bénin et j'ai expliqué le principe premier de la terre du Bénin. Le Bénin, en fait, est un pays extraordinaire, ayant un principe premier magnifique. Le principe premier de la terre Bénin est appelé la terre des prémices. C'est le vrai nom du nom Bénin. C'est le vrai sens mystique du Bénin. La terre des prémices. La terre des prémices.
J'avais déjà dit que je ne veux plus revenir sur certaines choses du Bénin parce que, en réalité, j'ai constaté que l'obscurité spirituelle qu'il y a au Bénin à cause de certaines pratiques fait que les Béninois refusent de regarder la vérité en face. C'est pourquoi je me suis un peu désengagé du Bénin en laissant le soin au Bénin, aux Béninois, de vivre leur sombre nuit de l'âme avant de commencer à prendre conscience. La terre Bénin, qui est également ma terre, parce que je suis Togo-Béninois, c'est la terre des prémices. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le Bénin est toujours une terre des prémices? Car quand on est la terre des prémices, on est en relation avec des partenaires dont les terres sont également des terres de prémices. C'est ainsi qu'on évolue. Tel que le Bénin est aujourd'hui, ça va être difficile. Deuxièmement, je voudrais m'adresser personnellement au chef de l'État, le président Issou-Zimna Faure Gnassingbé. Vous savez, je ne suis pas politicien, je ne suis pas politique. Je suis un homme spirituel. Mon rôle, c'est de voir ce que les autres ne voient pas, de leur ouvrir les yeux sur d'autres possibilités et de leur donner la vision la plus claire possible de comment les choses pourraient mieux se produire. J'aimerais m'adresser au président Faure Issou-Zimna Gnassingbé et lui dire ceci. Monsieur le Président, n'engagez pas notre pays, le Togo. Salut à toi, pays de nos aïeux. N'engagez pas la terre de nos aïeux dans un conflit armé contre le Niger. Je vous en prie, ne le faites pas. Les conséquences spirituelles sont peut-être invisibles pour vous aujourd'hui, mais il n'y a aucune action qui n'ait de conséquences spirituelles sur les nations. La motivation est mauvaise. Les raisons sont mauvaises et fausses. On peut faire la guerre pour des choses justes, pour se préserver, mais nous ne sommes pas dans ce cas. Nous sommes dans un cas différent. Les motivations sont corrompues. Les motivations sont mauvaises. Et Monsieur le Président, vous le savez. Je ne vous apprends rien. Vous êtes un homme d'État. Vous êtes à la tête. Vous avez les premières informations. Je vous le dis du fond de mon cœur. Qu'il vous souvienne qu'il fut un temps, j'ai dit une vérité qui s'est avérée. Alors je vous dis, Monsieur le Président, n'engagez pas le Togo, mon pays, avec les soldats togolais et leurs ancêtres contre le Niger. Ne le faites pas. Maintenant, vous allez me demander, Monsieur le Président, certainement, qu'est-ce que toi, Elmancio Godson, tu proposes? Vous savez, il y a une différence entre être un président de la République et être un sage. Souvent, les deux marchent ensemble. Je vais donc faire appel à votre sagesse et vous rappeler la sagesse de nos pères, de nos ancêtres, de ceux qui préservent dans notre sang la stabilité et la paix. Et ce n'est pas l'étranger qui va nous apporter cela. L'âme que tu diriges contre ton frère sera dirigée contre toi, tôt ou tard, par celui qui a dit de diriger l'âme contre ton frère. Mon conseil, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des armées, voici mon conseil. Mon conseil, aussi petit que je sois d'un sage, que je peux être, le voici. Utilisez toutes les voies de la négociation et du dialogue
Et si il arrivait un jour de ces jours que les voies de la négociation et du dialogue n'aboutissent absolument pas du tout, alors voici la voie que vous devez suivre. Monsieur le Président de la République, suivez la voie des négociations et du dialogue. Je suis sûr que les gens n'ont pas compris ce que j'ai dit. Alors, je vais le dire autrement. Utilisez les voies de négociation et du dialogue, et si ces voies ne marchent pas, alors utilisez les voies de négociation et du dialogue. Je l'ai dit une deuxième fois, et je crois que ça commence à sonner dans la tête des intelligents. Et je vais le dire une troisième fois. Utilisez les voies de négociation et du dialogue. Et s'il avérait que ces voies ne marchent absolument pas et qu'elles sont sans issue, alors utilisez les voies du dialogue et de la négociation. Et rien d'autre. Vous allez me demander comment est-ce possible, puisqu'au même moment, je dis que ça ne passe pas. Les voies du dialogue et de la négociation n'échouent jamais. Ce sont les hommes qui échouent. C'est ce qu'il faut comprendre. Les voies du dialogue et de la négociation, dans la tradition de nos ancêtres, ça n'échoue jamais. Ce sont les hommes qui échouent. Il y a déjà un langage qui sort de la CEDEAO. On négocie avec l'arme sur la table. Mais ça, c'est occidental. Et c'est abject, c'est bâtard. Et que cela vienne des chefs d'État, c'est honteux. Honnêtement, c'est honteux. Et dire que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui attaque, que c'est la communauté des États de l'Afrique, c'est honteux. À moins que vous ne maîtrisez pas votre identité spirituelle. Le sage, qui n'est peut-être pas sage, vous parle. À vous tous qui êtes concernés, si les voies de la négociation et du dialogue échouent, alors utilisez les voies du dialogue et de la négociation. Les voies du dialogue et de la négociation n'échouent jamais. Ce sont les hommes qui échouent. Alors, c'est à vous de décider, de faire le choix. Et répétez-vous cela clairement dans la tête. Lorsque les voies du dialogue et de la négociation échouent, la seule voie qui reste, c'est la voie du dialogue et de la négociation. C'est ça la pensée africaine. C'est ça la tradition africaine. Chez les autres, quand on veut faire ceci, ça ne marche pas, on fait ceci. Regardez comment ils souffrent avec la guerre en Ukraine. Ils ne vont pas céder. Vous savez pourquoi? L'orgueil du barbare. Le barbare est un orgueilleux. Le barbare est un orgueilleux jusqu'au boutiste. Ne regardez pas leur cravate, ce sont des barbares, orgueilleux jusqu'au boutiste. Il souffre, mais il ne veut pas céder. Il est un barbare. Parce qu'il connaît la voie du plus fort, la violence. C'est ce qu'il veut. C'est son système qu'il veut préserver, l'impérialisme. Regardez le système Ubuntu. On demande aux enfants de courir et le premier aura le fruit. Tous les enfants se tiennent en main et courent ensemble et se partagent le fruit. Est-ce que vous ne voyez pas que quelque chose ne va pas dans leur système de pensée? Lorsque toutes les voies de négociation et de dialogue échouent, Monsieur le Président de la République togolaise, alors il ne nous reste qu'une seule et unique voie, la voie du dialogue et de la négociation. Voilà comment vous devez penser. Et voilà comment tous les chefs d'État qui ont encore quelque chose dans le crâne doivent penser. L'esprit doit créer la réalité de ce que vous voulez. Et si vous pensez déjà à la guerre, c'est ce qui va se créer. Voilà ce qu'il faut arrêter de faire. Et arrêter de vous mentir à vous-même. Voilà ce que j'ai à vous dire. Voilà ce que j'ai à dire. Et je le dirai encore et encore. Voilà ma solution. Voilà ma voie. Là où il y a des murs, voyez une autoroute et vous y arriverez. Je vous remercie. Ne pensez pas que mon ton levé est un sentiment de colère. Non, ça n'a rien à voir.
J'ai voulu tout simplement tonner comme le tonnerre et appeler les forces de la nature, de toute force, à opérer au moment où je parle. Et j'espère que ma voix sera entendue parmi les milliards de voix. Elle n'est pas la meilleure, mais elle trouvera son chemin comme toutes les voix et elle touchera ma voix, le cœur de quelqu'un qui comprendra mon message. Lorsque toutes les voies de la négociation et du dialogue échouent, il ne nous reste qu'une seule et unique voie, la voie du dialogue et de la négociation. La discussion sous l'arbre à palabre, quel que soit le temps que cela prendra, c'est ce que l'histoire va garder et c'est ce qui va plaire à nos ancêtres et aux mondes ancestrales. Paix et bénédiction sur vous. Niger.